Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2011 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 105 de notre émission Entre nous soit dit. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet brûlant qui est évidemment la situation financière internationale. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour Claude. Vous êtes donc à la fois journaliste, écrivain et éditeur. Votre maison d'édition s'appelle Le Jardin des Livres. Absolument. Et nous allons vous promener dans quelque chose qui ne va pas ressembler beaucoup à un jardin, mais plus probablement à une espèce de désert, avec beaucoup de cactus, avec peu de poires pour la soif et évidemment peu d'oasis. Enfin, les oasis surtout pour les banquiers, hein, voilà. pas pour les pauvres. Hein, exactement. Donc, l'occasion de vous inviter nous a été fournie par un livre que vous venez de publier et qui s'appelle tout simplement, alors on prononce Bliss ou Blythe? En général, c'est bliss. Hein. Oui. Bliss. Bon, c'est félicité, c'est Bliss. l'extase. Oui, mais si ça s'écrit, c'est anglais. Ça s'écrit avec un I, et là c'est un Y. Absolument, c'est un grec, c'est un Et vous anglais prononcez- ancien. voilà, et Bliss. vous le prononcez Blythe ou Bliss? Bliss Masters. Bon. Alors, toute cette question, pour être sûr de ne pas me tromper, voici donc l'ouvrage Blythe Masters par Pierre Jovanovic aux éditions Le Jardin des Livres. Alors je vous dis tout de suite que c'est un ouvrage absolument exceptionnel parce que j'ai lu, comme vous, sans doute plusieurs dizaines d'ouvrages économiques puisque c'est ma pâture quotidienne depuis que la crise, enfin en général j'en lis beaucoup et depuis que la crise a éclaté, alors là ils ont paru par dizaines et presque par centaines pourrait-on dire que je n'ai pas tous lu, mais votre ouvrage a un immense mérite que je vais me permettre d'expliciter à travers les écrits d'un économiste aujourd'hui un peu oublié qui s'appelle Yves Guyot. Yves Guyot qui c'était le rédacteur en chef du Journal des économistes au début du XXe siècle, et à la fin du XIXe et début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on en parle moins que de certains autres, mais ce qu'il a écrit est particulièrement intéressant et notamment mon ami Alain Laurent a publié aux Belles Lettres, sous le titre La tyrannie collectiviste, une recension des meilleurs ouvrages d'Yves Guyot. Je vais vous lire à nos téléspectateurs quelques lignes issues de cet ouvrage et qui vous feront mieux comprendre pourquoi je le lis et quel rapport il y a avec le vôtre. D'accord. Alors, il parle des socialistes, mais il pourrait parler aussi bien de ceux qui ne se disent pas socialistes mais de droite, mais qui sont parfaitement socialistes aussi aujourd'hui. Les socialistes refont le droit divin de la société. Mais qu'est-ce que la société? C'est l'État. Et qu'est-ce que l'État? C'est un gouvernement. Et qu'est-ce qu'un gouvernement? Ce sont des hommes. Qu'ils aient le titre de roi, d'empereur, de président de la République, de ministre, de comité, de convention, d'assemblée, peu importe, ce sont toujours des hommes. Et alors, Guyot développe quelques idées, il dit que notamment, tous ces hommes qui aspirent au pouvoir ne sont pas estimés par les électeurs, ni en général par l'opinion publique. On dit beaucoup de mal d'eux, ils sont critiqués, quand ils sont élus, c'est souvent par défaut. Et voici tout d'un coup qu'il déclare, une fois élevés au gouvernement, ces hommes contestés, contestables, faillibles, doivent avoir tous les pouvoirs. Ils se prosternent, les gens qui les ont élus, se prosternent devant eux comme les cardinaux devant le pape qu'ils viennent d'élire. Ils s'imaginent que ces hommes ont reçu une investiture supérieure et ils affirment que leur fétiche, la société, assurera le bonheur de chacun. Alors, c'est très exactement ce que votre livre nous raconte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui songeaient à s'enrichir eux-mêmes, bien entendu, ce sont des banquiers, des gestionnaires de fonds, et puis il y a des hommes politiques, et tous ont considéré que leur enrichissement était un plus pour l'ensemble de la société, même s'ils n'y pensaient pas tellement, et qu'en tout cas c'était un bon système qu'ils étaient en train de mettre en place. Or, nous constatons aujourd'hui que c'est très exactement le contraire. Et nous sommes face à un cas que vous avez voulu traiter, alors d'une manière parfaitement, je dirais, originale et parfaitement proche du sujet, c'est-à-dire que nous voyons non seulement la crise, et cette crise naître et se dérouler, mais nous voyons tous ceux qui ont provoqué cette crise, et on est vraiment tout près d'eux, au point même qu'on respire leur parfum parfois, parfum de femme comme disait, et qu'on comprend vraiment parfaitement bien à partir de la description que vous en faites, quelles ont été leurs motivations, comment ils ont agi, pourquoi ils ont agi,
et comment ils nous ont précipités dans la crise actuelle. Alors je vais, pour terminer cette introduction, montrer à nos téléspectateurs non pas seulement la couverture, mais le portrait de Blaise Masters, tel qu'il a été réalisé par un excellent photographe, Pascal Perich. Pascal Perich. Et la couverture devant, c'est le photographe de Barack Obama. Oui. Il a fait un portrait remarquable à la Joconde de Blaise Masters. Voilà, je le remontre également. Voici, ça c'est la couverture du livre. Et voilà une deuxième photographie de Perich également, qui Absolument, oui. est sur un autre profil. Et la quatrième de couverture, là je crois qu'on ne verra pas grand-chose, mais pour la première fois on la voit sourire. On voit un petit sourire. Absolument, Voilà. absolument. Donc, cet ouvrage, naturellement, est consacré non pas à Blaise Masters toute seule, elle n'est là que pour un rôle emblématique, mais ce qui est très intéressant donc, dans votre ouvrage, c'est que vous avez voulu, comme je le disais tout à l'heure, vous tenir au plus près des événements et des hommes et des femmes qui les ont provoqués. Alors pourquoi Blaise Masters, alors qu'en réalité, elle a fait beaucoup de choses, mais elle n'est pas la seule et ni la première. Elle n'est certes pas la seule ni la première, mais c'est elle qui a véhiculé. Pour moi, Blaise Masters, c'est le Saint Paul des banquiers, exactement comme Paul était pour le christianisme, a répandu un message fort différent de celui de Pierre, et donc Blaise Masters a répandu un message, du moins un produit financier, ce qu'on appelle les produits dérivés, et qui ont littéralement aujourd'hui explosé la société, voire le monde, le système financier mondial, et dont on voit les effets tous les jours, chaque jour, puisque maintenant, c'est la dernière nouveauté, les banquiers commencent à délocaliser les banquiers. Goldman Sachs est en train de licencier 1000 banquiers aux États-Unis pour en embaucher 1000 à Singapour. Oui, bientôt ils vont les embaucher en Albanie. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire que l'invention d'un produit qui s'appelle la permutation de l'impayé, on va dire ça comme ça en français, mais en anglais c'est le fameux Credit Default Swap. Swap c'est permuter, donc le défaut c'est un défaut de paiement. Et voilà, donc c'est les gens, quand quelqu'un ne rembourse pas sa dette à la banque ou à quelqu'un d'autre, eh bien il y a une deuxième personne, n'est-ce pas, qui va banquer à sa place. Banquer est le mot qui convient. Banquer, exactement, c'est pour ça que je l'utilise. Et aujourd'hui, là c'est vraiment un résumé schématique de toutes ces années, de toutes ces années folles, depuis 1994, c'est-à-dire que tous les banquiers se sont enchaînés les uns aux autres comme des alpinistes, n'est-ce pas, de différentes montagnes de l'Himalaya, du Kilimandjaro, etc. Et donc il y en a un qui a commencé à tomber et donc qui a entraîné la chute de tous les autres. Et cette chute continue en ce moment même, puisque le feu se répand, continue à se répandre et il vient d'atteindre Moscou, puisqu'il y a 3 jours, c'est la banque de Moscou qui a fait faillite et qui a été sauvée in extremis par des fonds débloqués par Vladimir Poutine et Medvedev et qui sont l'équivalent de 10 milliards d'euros. Donc c'est vous dire que le système continue à... vous savez, c'est un peu... Je dirais que le produit financier que Blaise Masters a répandu dans le monde entier, enfin, quand je dis répandu dans le monde entier, surtout auprès des banquiers, ça va de soi, c'est exactement, si vous voulez, comme l'effondrement des tours du World Trade Center, étage par étage, vous voyez, mais que chaque étage prend, allez, on va dire 1 an, ou 2 ans. Je ne sais pas quel sera on verra après, n'est-ce pas, quand le système va finalement exploser, donc on pourra poser une échelle de temps sur chaque étage, mais en tout cas, depuis 2007, le système est en train de s'effondrer les uns après les autres, et ce n'est pas fini, puisqu'on vient simplement de mettre nos amis grecs en esclavage, et après ça va être le tour des Portugais, des Espagnols, l'Italie, et bien sûr la France, après les élections présidentielles. Surtout ne pas imposer de mesures d'austérité sur les Français avant les élections, ça ne le fait pas. Sinon, on risquerait de ne pas élire un heureux élu qui va avoir à gérer une catastrophe sans nom et qui, on peut lui donner un conseil amical, pour une fois soyons amicaux, ne pas y aller. Surtout n'allez pas dans ce foutoir, car vous allez vous retrouver dans une situation impossible. Et d'ailleurs, à la fin de votre livre, vous leur promettez un avenir riant, radieux, puisque ils vont... C'est à la Zinoviev, oui, c'est voilà, l'avenir radieux de l'Union soviétique. Ils vont être déchiquetés par la foule, enfin un truc rien que de représage. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai donné le livre imprimé donc le 5 janvier.
Et comme vous avez vu, à la fin du livre, j'annonce que c'est inévitable que ce qu'elle fait, puisqu'elle a abandonné les crédits dérivés, elle a abandonné les crédits parce Blythe Masters savait exactement ce qui allait se passer, donc elle a abandonné tous les crédits dérivés au profit de la spéculation sur les matières premières. C'est-à-dire que depuis 2007, elle est en train de racheter tout le maïs, les céréales, le lard, le cochon, et les métaux, le cuivre. Le métaux, les cuivres, mais surtout les matières premières, et elle se sert dans nos assiettes. C'est-à-dire qu'en fait, Blythe Masters et les autres banquiers, mais il y en a très peu finalement, vous savez, qui spéculent qui font monter artificiellement le prix des matières premières, c'est Blythe Masters pour la JP Morgan, et la Goldman Sachs, c'est d'une certaine mesure la Morgan Stanley. Mais bon, mais c'est surtout elle, parce qu'elle a quand même 1800 traders à son service pour les matières premières. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc vous avez une liste, j'ai donné la liste confidentielle sur les matières premières sur lesquelles elle joue. Et donc cela va provoquer des révolutions en chaîne. C'est-à-dire que les pays donc du Maghreb ont été les premiers à tomber, puisque on va dire que leur salaire minimum moyen est de 200 ou 300 euros par mois, mais la ménagère tunisienne égyptienne paye le sucre et la farine au même prix que la française, ou l'espagnole ou l'allemande. Et donc pour eux, quand ils font leurs courses, le panier de la ménagère, ça fait 80% des revenus. Donc forcément, on va à la révolution. On est dans une situation typiquement pré-révolutionnaire, due au fait de la spéculation absolument épouvantable des banques, qui, pour se refaire de l'immense escroquerie qu'elles ont créée avec les produits dérivés, maintenant elles rachètent les terres et surtout la production des terres. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans une situation de 1789, donc juste avant la Révolution. Mais vous savez, comme pour Louis XVI, les banquiers disent 14 juillet, rien à signaler. Alors, précisément, rien à signaler, mais nous, qui ne sommes pas banquiers, nous avons deux ou trois petites choses à dire et à signaler, et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, j'ai été très frappé par une ou deux phrases que vous avez écrites à la fin de votre ouvrage, dans lesquelles vous indiquez, c'est une sorte d'appel aux citoyens. Mais oui. Faites circuler ce livre pour qu'on sache. Bien sûr. Et si je vous ai invité, c'est bien pour ça aussi, je suis intimement convaincu que vous avez raison. Et il faut, très modestement, je m'efforce aussi depuis des années et des années d'attirer l'attention de ceux qui veulent bien m'écouter sur les extraordinaires dangers qu'il y a à placer son argent dans les banques en général, dans l'assurance vie en particulier, etc. Et là, nous sommes tous les deux d'accord, je crois, pour dire qu'il y a un danger considérable dans le fait qu'aujourd'hui, les économies des Français et de tous les autres vont disparaître et que nous allons... vous savez, la banque postale, en ce moment, empêche les gens de retirer leur argent, oui. Mais il n'y a pas que la banque postale. Non, la Société Générale, l'ensemble des banques a resserré la vis à l'ensemble des Français. Ils se sont pas rendus compte parce que les banques sont en train, en ce moment même, donc pendant les vacances, en train de limiter les dépenses sur les cartes bleues, en train de... là, on a vu, par exemple, la Société Générale voir arriver des lettres recommandées pour 8 euros ou 10 euros de découvert. Donc ça vous montre... c'est-à-dire que, n'oubliez pas, une lettre recommandée leur génère grosso modo entre 30 et 50 euros de frais, soi-disant. Donc ça fait... Vous envoyez 1 million de lettres recommandées à des gens qui sont à découvert de 5 euros. Vous multipliez ça par 30 ou 50 euros, ça vous fait déjà une belle somme. Vous voyez, ils en sont arrivés là. Ils sont en train de gratter les fonds de tiroir parce qu'ils savent de toute manière que le dollar va exploser. Les Américains sont arrivés à la limite de leur dette. Il est question de remonter, mais bon, pour l'instant, il y a un pugilat entre les deux parties. Le résultat est que l'État du Minnesota, par exemple, vient de déposer le bilan. On peut dire ça comme ça, qu'ils ont licencié 22 000 fonctionnaires vendredi soir. C'est là, vous voyez ce que je veux dire, là, le vendredi, au mois de juillet. Donc c'est quand même absolument extraordinaire. Le Minnesota n'est pas le seul, il y a le New Jersey qui est en train de suivre la même voie. Et puis en même temps, vous voyez quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train d'émerger, toujours aux États-Unis. C'est que vous avez quasiment 12 États maintenant qui sont revenus au standard or et argent. Ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Ça devrait tirer la sonnette d'alarme chez tout le monde, chez tous les Français qui ont de l'argent en assurance vie. Non, on n'en parle pas.
c'est une information totalement censurée, et je suis entièrement d'accord avec vous, et je pense que notre ami Blight Masters nous montre très bien, à travers ses acquisitions depuis 2007, tous les milliards qu'elle a dépensés pour racheter les sociétés spécialisées dans les matières premières. Non seulement les Français sont ruinés, mais en plus, ils ne pourront même pas remplir leur caddie. D'ailleurs, on a vu que, je crois que c'est la Voix du Nord qui récemment a déclaré que la hausse qu'ils ont constatée, eux, c'était grosso modo 9 ou 10% depuis le 1er janvier. Donc ça veut dire que tous les Français qui ont, je sais pas, on va dire 10 000 euros ou 100 000 euros, peu importe, en banque, s'ils sont assez stupides pour laisser, ils ont déjà perdu 10% de ce montant. Donc c'est quand même extraordinaire. Et ceci ne compte pas, bien entendu, les frais de banque. Les frais, les commissions en tout genre, n'est-ce pas, sur lesquels vous pouvez rajouter 15%. Alors avant de non, mais sérieusement, c'est très non, grave, mais... c'est gravissime. La situation est sérieusement, j'en suis bien gravissime. conscient. Gravissime, et d'ailleurs, ceux qui me font l'amitié et l'honneur de me suivre savent que ce sont des propos que je tiens très régulièrement depuis d'ailleurs des années. Bon, les choses n'avaient pas atteint le degré parce que nous sommes au stade final maintenant de cette crise, mais voilà, des années et des années, au risque d'ailleurs de me faire sérieusement engueuler par un certain nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs qui expliquaient que vous êtes beaucoup trop pessimiste, vous avez, bien sûr. etc. Mais bien bon, sûr, Alain Minc, vous savez, en novembre 2008, on a ce penseur extraordinaire, fabuleux philosophe français, n'est-ce pas, du siècle des Lumières, Alain Minc, qui a connu Chateaubriand et tous les autres, n'est-ce pas, qui nous a expliqué quand même à la télévision, tous les Français, que ces crises n'allaient durer que 3 mois, que c'était juste une crise de confiance. Quand vous pensez que Minc est le conseiller des grands présidents de multinationales non mais attendez, mais ça fait peur. Ça fait peur. On se dit, soit à l'Élysée, ils sont tous incompétents, et je vous parle même pas du ministère de l'économie et des finances. D'ailleurs, Christine Lagarde l'a reconnu. Quand il y a eu le grand crack de septembre 2008, tout ce qu'elle a su demander, c'est à Paulson lui a téléphoné, le patron de la Fed, et lui a dit, le prévenu, voilà, les mannes va couler, et Christine Lagarde s'est retrouvée devant le fait accompli en disant, nous, on n'avait que le choix du maillot de bain face au tsunami. Voilà. Ils nous ont traité, les Américains nous ont traité comme de la merde. C'est quand même gravissime, je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est gravissime. Les Américains se moquent totalement des Européens. Nous sommes là, pour eux, comme des vaches à lait. Permettez-moi quand même d'apporter un petit rectificatif qui se fonde sur votre propre livre. Oui. Je ne critique pas votre jugement, mais je dis simplement que vous avez expliqué très bien que quand AIG a été menacé de faillite, AIG c'était l'assureur. C'est l'assureur qui assure les crédits, voilà, qui assurait les banques. Bon. Si le gouvernement de George Bush n'avait pas renfloué AIG, le crack était immédiat, puisque... Et la Société Générale sautait. Et la BNP aussi. Mais sur la Société Générale, 12 milliards. Plus la Société Générale, mais l'ensemble du système bancaire. Absolument. Donc là, les Américains ont été responsables, entre eux. Bon, parce qu'il y avait leur propre banque dans le coup, évidemment. Bien sûr. Mais enfin, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. George Bush, de ce point de vue-là, a quand même fait ce qu'il fallait, même si c'était bien trop tard. La Société Générale n'est qu'un miroir de la Goldman Sachs. N'oubliez jamais ça. La Société Générale, tous les traders, les positions des traders de la Société Générale sont des copies conformes des positions de la Goldman Sachs. C'est le miroir, le balancier, si je peux dire, l'amplificateur télescopique en Europe des positions de la Goldman Sachs à la Bourse de Paris, qui n'est pas plus la Bourse de Paris que nous sommes la Bourse de la Rodrenne. Elle appartient au New York Stock Exchange. Ça, les Français ne le savent pas. La Bourse de Paris a été vendue. Elles ont fusionné, mais c'est absolument scandaleux. Les Américains ont racheté nos propres barrages financiers. C'est quand même gravissime. Nous, les Français n'ont plus, je veux dire, même le ministère de l'économie n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe en France. On a l'illusion du contrôle. Je veux dire, on le voit bien dans le livre. C'est effrayant. Alors, effrayant. Avant d'en revenir à Blight Masters, je précise que ça n'est pas du tout un pseudonyme ni un nom d'acteur. Elle s'appelle réellement Blight, ce qui veut dire félicité, bien trouvé. Oui. Et Masters, parce qu'elle a épousé un monsieur Masters, ça ne s'invente pas, qui était trader en pétrole, ça ne s'invente pas non plus. Absolument. Et donc, c'est une femme qui aujourd'hui doit avoir 38 ans, quelque chose comme ça, une petite quarantaine d'années. Elle est née en 1969. Voilà, donc elle a cet âge-là, et
elle sourit peu, même si dans la vie elle doit sourire un peu plus, j'espère pour elle. Mais ce qui est vraiment fascinant dans le livre, c'est qu'au fond, on a l'impression de vivre avec tous ces gens-là. C'est votre talent, j'allais dire presque de romancier, alors qu'il n'y a rien de romancier dans le livre. Ah non, il n'y a rien. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Mais vous avez vraiment un talent exceptionnel d'écriture. Et en plus, merci. Et surtout, un talent extraordinaire de recherche, car vous avez mené des recherches, oui, toutes les références y sont. On peut soi-même, sur Internet, aller vérifier ce que vous dites. Et donc, la question que je voulais vous poser est la suivante. Bon, vous avez été longtemps journaliste, vous l'êtes toujours, vous avez travaillé dans de grands journaux, et vous avez évidemment une parfaite connaissance du monde financier américain. Mais est-ce que pour vous, c'est un travail quotidien, ou est-ce que tout d'un coup vous êtes passionné pour cette affaire et vous êtes entré donc en phase de recherche? En fait, ce qui m'a beaucoup étonné, si vous voulez, c'est que quand on a établi, donc en septembre 2008, je pense notamment au New York Times, mais surtout au Telegraph ou au Guardian, etc., qu'en fait, ce qui a véritablement explosé l'AIG, donc c'était l'ensemble des crédits dérivés, et que personne, strictement personne, n'avait aucune idée quel était l'argent des banques qui était impliqué dans ces crédits dérivés. Parce que ce qu'on a oublié de préciser tout à l'heure, c'est que ces permutations d'impayés n'apparaissent absolument pas dans le bilan des banques. Elles sont hors bilan. C'est absolument. Non, mais c'est totalement fascinant. C'est-à-dire que d'un côté, une banque peut très bien vous présenter un bilan nickel, etc., en disant voilà, nous sommes bénéficiaires, on a fait 200 milliards de bénéfices. Et puis de l'autre côté, en fait, hors bilan, elle peut très bien avoir 800 milliards d'engagements qui sont absolument perdants. Vous voyez, donc ceci explique pourquoi la situation est toujours dangereuse aujourd'hui. Et ce qui m'a fasciné, c'est que cette femme qui a inventé, ou du moins qui a vraiment perfectionné le crédit des faux swaps, il n'y ait aucune interview d'elle. Elle a refusé de parler à tous les plus grands journaux anglo-saxons, aux grands journaux financiers comme le Wall Street Journal. Vous n'avez aucune interview de Blythe Masters dans le Wall Street Journal. Aucune, strictement aucune. Ni sur Reuters, ni sur AFP, rien, nada. Ni même dans Fortune ou dans Forbes. C'est vous dire. Il y a quand même un sérieux problème. Vous avez réussi à dégoter quand même quelques interviews d'elle. Dans des journaux hyper techniques. Voilà. Attention, c'est hyper technique, c'est genre, vous savez, le quotidien de l'utilisateur des produits dérivés. Vous voyez, mais on apprend beaucoup quand même. Mais on apprend beaucoup de choses, justement, et j'ai tracé, donc effectivement, j'ai tout, je suis vraiment allé chercher tout ça. Et les seules fois où elle avait parlé à des journalistes normaux, si je veux dire, enfin de presse normale, c'était avant qu'elle soit connue. C'est-à-dire qu'elle-même, je ne pense pas qu'elle imaginait que son destin, comment dire, la menait vers, comment dire, sur l'explosion mondiale de la finance, quoi. C'est tout à fait étonnant. Donc, et j'ai voulu savoir pourquoi cette femme veut absolument rester dans l'ombre. Voilà. Et aucun journaliste, je veux dire, il n'y a pas eu un papier scandalisé, à part celui de David Theater, je crois que c'était dans le Guardian, qui l'a surnommée la femme qui a inventé les armes financières de destruction massive. Et là aussi, pour David Theater, elle a refusé l'interview de vive voix, ce qui est quand même assez surréaliste. Je veux dire, c'est un grand journal, je veux dire, elle a accepté uniquement de répondre à 3 questions par mail. Par Colton. Voilà. Donc, il y a quelque chose de vraiment étonnant. Et je ne comprenais pas pourquoi la JP Morgan, etc., et pourquoi elle restait dans. Donc, j'ai commencé à creuser, vous voyez, parce que c'est pas normal, ce refus d'exposition média, compte tenu justement des effets phénoménaux de ces produits. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir des choses absolument extraordinaires. D'une part, grâce à l'aide de la journaliste du Financial Times, Julian Tett, que j'ai interviewé et qui m'a aidé. Et d'ailleurs, je recommande son livre L'Or des fous, parce que c'est absolument extraordinaire, qui vient de sortir. Fabuleux. Publié d'ailleurs. C'est vraiment, c'est un livre d'histoire pour moi. C'est le livre. Dans 10 ans, 20 ans, ça sera le livre d'histoire qui a déclenché la crise mondiale. Avec le vôtre, quand même. Oui, mais je considère, si vous voulez, Julian Tett comme la seule, parce qu'il y a quand même 10 000 journalistes économiques. Comment expliquez-vous que sur ces 10 000 journalistes économiques, en Asie, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, il n'y a pas un qui ait tiré la sonnette d'alarme, et que seul Julian Tett l'ait fait? Eh ben, c'est tout simple. C'est parce que Julian Tett n'est pas une journaliste
n'a pas une formation de soi-disant économiste. On montre bien que économiste ne veut rien dire, c'est vraiment à jeter à la poubelle. Elle est anthropologue, elle a fait son doctorat à Cambridge sur le mariage, les significations symboliques au Turkménistan. Oui. Et c'est grâce à ça qu'elle a compris le manège de la JP Morgan. Pour vous dire à quel point l'économie ne veut plus rien dire. C'est quand même extraordinaire. C'est ça qui distingue Julian Tett, justement. Et à l'époque, je ne connaissais pas Julian Tett, mais j'ai commencé effectivement à ramasser tous les articles qui la concernent. Et j'étais correspondant aux États-Unis, donc je sais comment faire mes recherches aux États-Unis. Et donc c'est allé quand même avec Internet, c'est beaucoup plus rapide maintenant. J'ai pu retrouver beaucoup de gens qui ont travaillé avec elle, dont un de ses bras droits, qui m'a expliqué que ces positions de matières premières vont forcer les gens à se battre dans la rue simplement pour pouvoir acheter quelque chose en magasin. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est là où j'ai... l'information, je n'ai pas percuté tout de suite, mais j'ai compris ensuite, grâce à son parcours, pourquoi elle s'est mise sur les matières premières dès 2007. Oui, et c'est là, en 2007, que la crise a commencé. C'est parce que le reste est mort, c'est pour ça, il n'y a plus rien. Oui, mais à l'époque, en 2007, vous prenez le Figaro, la tribune, les Échos, on vous expliquait qu'il n'y avait pas de crise. Non. Que la crise des subprimes, c'était juste un petit problème typique aux banques américaines. Moi, je me souviens des titres les meilleurs des Échos. n'avaient pas forcément prévu tout, mais les plus avisés savent très bien que la crise économique a précédé la crise financière. Et c'est même, vous l'expliquez très bien dans le livre, c'est justement parce que les modèles mathématiques qui ont en quelque sorte justifié, si on ose l'expression, cette spéculation financière étaient tous fondés sur des appréciations fausses, et en particulier sur le fait que le marché n'allait jamais s'effondrer, et que les délocalisations n'auraient jamais lieu, etc., etc. Et donc, bon, on va y revenir un peu plus près dans la deuxième partie de l'émission. Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs, avant qu'ils reprennent un peu leur souffle, parce que ce que nous sommes en train de brasser, ce sont quand même de véritables tempêtes qui se lèvent. Rappelez donc cet ouvrage exceptionnel, Blythe Master par Pierre Jovanovic, aux éditions Jardin des Livres. Je crois que cet ouvrage... Vous savez, Blythe Master, c'est anglaise. Donc quand vous parlez de tempête, n'oubliez pas la pièce de Shakespeare, la tempête. La tempête, précisément. Donc ça, on est en plein drame shakespearien, là. Voilà. C'est tout à fait ça. À ceci près que, dans le cas de Shakespeare, c'était du théâtre, et là, ça va être de la réalité. Nous allons donc nous interrompre quelques instants pour vous permettre de respirer, et nous revenons tout de suite. Stay tuned. We'll be back. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission, entre nous soit dit, au cours de laquelle nous abordons et nous nageons en pleine crise financière grâce à un ouvrage de Pierre Jovanovic ici présent, cet ouvrage que je vous montre, Blythe Masters, un ouvrage publié aux éditions Le Jardin des Livres. Alors Pierre Jovanovic, au cours de la première partie, nous avons parcouru évidemment à grands traits cette période qui mêle à la fois le monde financier, le monde économique et, faut-il le dire aussi, le monde politique, même si vous en parlez relativement peu, sauf pour parler des pressions politiques qui ont eu lieu aux États-Unis. Et j'aimerais précisément vous entraîner sur ce terrain. Une des grandes révélations de votre ouvrage, c'est le fait que les principaux acteurs financiers de la planète, je veux dire les banquiers centraux, ont tous béni le système des crédits, des produits dérivés, des crédits default swaps, en disant mais c'est peut-être le moyen que la planète a trouvé de s'enrichir d'une façon qui n'avait jamais jusqu'à présent été mise en œuvre. Et j'ai eu la surprise de découvrir parmi le groupe des 30 que vous citez, qui sont des gens éminents, un nom qui n'est pas l'acteur principal mais qui est très intéressant, c'est Kenneth Rogoff. Et Kenneth Rogoff, c'est un professeur qui a publié avec Carmen Reinhardt un ouvrage absolument fascinant qui s'appelle cette fois, c'est différent, This Time is Different, et qui explique très bien comment la folie des hommes les conduit à penser que cette fois c'est différent et que les raisons... Je l'ai lu, sur les voies. Il est passionnant. Hein. Or, il ne s'est pas aperçu manifestement que, bon, il ne devait pas être la partie la plus importante du groupe des 30, où on l'avait invité là pour... à mon avis, il doit toucher des dividendes. Voilà. Mais c'est quand même fascinant. Alors, dans le groupe des 30, vous avez, bien entendu,
quelqu'un qui est... Oh, bon, on peut peut-être donner la liste, c'est Oui, drôle oui, quand même. des fonctions éminentes. On ne va pas tous les citer, mais je m'en souviens. Non, mais quand même. il y en a des beaux quand même. Vous avez Paul Volcker, qui est actuellement le conseiller de M. Obama. Vous avez M. Jean-Claude Trichet, qui est le gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Vous avez M. Mario Draghi, qui est son successeur. Ah, mais la succession de Mario, elle était inscrite déjà depuis longtemps. Ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'on parle que la succession, que le fait que M. Draghi prenne la succession de Jean-Claude Trichet était déjà inscrite. Donc découvrir soudain les échos, les tribunes qui disent ah Draghi va être nommé, mais je veux dire, je veux dire comme quoi on n'a plus de presse économique. On n'a plus de presse. C'est surtout ça, là, pour moi, la grande conclusion à laquelle j'étais amené, c'est qu'il n'y a plus de presse économique, simplement pour une bonne raison, c'est que la presse économique a été achetée par les acteurs économiques de la crise, qui, surtout on parle de tout, sauf du vrai problème. Et c'est ça qui est fascinant. Donc on voit bien que déjà les grands noms étaient là, on sait que le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, par exemple, a Mervyn King, déjà qui fait partie du groupe. Absolument. Aux premières semaines du mois d'octobre 2008, ils avaient effectivement envisagé d'arrêter tous les distributeurs d'Angleterre. Hein. Donc, ce qui aurait, vous imaginez le scandale en Angleterre. Tous les Anglais auraient pris le bateau et le TGV, enfin l'Eurostar pour venir en France, et ils auraient vidé tous les distributeurs du nord de la France, ce qui aurait de facto entraîné, vous voyez, un effet domino sur le reste de la France, et tout le système se serait arrêté. Donc c'est la raison pour laquelle ils se sont tous réunis, et ils se sont mis d'accord pour prendre tout l'argent des contribuables, autant qu'il faut, pour sauver les banques. C'est extraordinaire. Et l'information la plus extraordinaire, on l'a eu là au mois de juin, c'est que je crois que c'était un cadre de la Northern Bank qui a dit oui, l'argent pour sauver les banques, on l'a pris et en fait on s'est distribué nos bonus avec. Formidable. Vous voyez, c'est un système qui est mort, où les banquiers prennent l'argent des contribuables pour se verser entre 100 000 et 10 millions de bonus, et que les autres crèvent. Que la mamie, on va lui retirer 50 euros de frais d'hiver et quand même une justification qui vaut ce qu'elle vaut. Si on ne fait pas ça, tout le système explose. Or, mais qu'il explose. Oui, mais qu'il explose. Oui. Mais qu'il explose. Oui. Parce que de toute façon, ces gens-là vont finir avec leur tête coupée. C'est impossible autrement. Les révolutions qu'on a vues en Égypte, en Tunisie et ailleurs, pour cause d'augmentation des matières premières, n'est que le début de toutes les grandes révolutions qui vont arriver, parce que les banques en ce moment même, et dont Blythe Masters toujours, continuent à acheter, d'ailleurs elle vient d'acheter quasiment toute la production de maïs. Donc elle l'achète, et ensuite elle le revend, elle prend entre 10, 20 ou 30% de marge sur le maïs que vous achetez vous dans votre supermarché. Je veux dire, il y a un sérieux problème. Depuis quand vous achetez du maïs dans votre banque? Ils vendent même du gaz, ils ont été autorisés à vendre du gaz. Qui a autorisé? Par M. Borloo. Par M. Borloo. Ça s'est fait en toute discrétion. Vous le retrouvez, vous avez le numéro du journal de la loi et qui est paru d'ailleurs dans le journal officiel. C'est quand même absolument extraordinaire. C'est une privatisation. Les Français vont être vendus. De la même façon que les Grecs ont été vendus, mais c'est pour après 2012. Alors, il faudrait peut-être revenir rapidement, parce que c'est un problème qui paraît technique, mais vous l'expliquez si facilement et si clairement qu'on va quand même essayer d'en faire profiter nos téléspectateurs avant qu'ils ne se ruent sur votre livre, ce que sont d'abord les produits dérivés et ce que sont en particulier les credit default swaps, c'est-à-dire, en fait, swap veut dire transfert, crédit emprunt, etc. Et défaut, c'est les gens qui font défaut sur un crédit. C'est une explication vraiment très, très simple, très basique. Hein. Voilà, je prends un prêt au Crédit Agricole qui est en bas, d'accord? Je fais un emprunt de 200 000 euros. Et puis, à un moment donné, je ne peux pas le rembourser, d'accord? Mais pendant ce temps-là, le Crédit Agricole a vendu le risque de ne pas être remboursé avec moi, et vous, Monsieur Reichmann de la caisse de retraite Reichmann et Co, eh bien vous avez accepté de recevoir un pourcentage des intérêts que je paye, à condition que si jamais moi je fais défaut de paiement, eh bien vous payez la différence. Voilà. Vous, comme vous êtes quand même une entité intelligente et un homme intelligent, vous avez vous-même pris une assurance de défaut de paiement avec madame,
et madame a pris une autre assurance elle-même sur vous avec monsieur, et ainsi de suite. Donc, dès qu'il y a une cessation de paiement à un moment donné, donc vous êtes amené à payer la banque, et ensuite, si jamais il y a un problème de liquidité, et comme vous le savez, les problèmes bancaires arrivent toujours au même moment, eh bien, tout le monde se précipite en même temps pour le règlement des sinistres financiers. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu avec AIG. AIG s'est retrouvé quasiment sans réserve pour payer les sinistres. Ce qui est quand même absolument extraordinaire. Je veux dire, on a tous, nous, le souvenir de Picsou, mais Picsou qui nage dans sa piscine avec ses lingots d'or, mais c'est parce que les compagnies d'assurance d'antan, celles que Zola décrit dans L'Argent, eh bien, ils faisaient quand même leur travail de bons pères de famille, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils achetaient des immeubles. Ils avaient des lingots d'or dans leur coffre pour parer à toute éventualité. Ces assurances-là avaient véritablement des réserves. Or, comme les produits dérivés ne dépendent pas des assurances, la plupart du temps sont domiciliés aux îles Vierges, aux îles Caïmans et Dieu seul sait où, ce ne sont que des bouts de papier qui obligent tout un tas de gens à se payer les uns et les autres. Et à partir du moment où il y en a un qui fait défaut de paiement, en général, dans la foulée, vous en avez 3 autres qui sont amenés à faire le défaut de paiement. Vous savez, c'est un peu comme une délocalisation. Vous avez une entreprise, une petite PME qui délocalise en Roumanie, et bien ce sont tous les sous-traitants qui tombent les uns après les autres, et eux, ils ne délocalisent pas, ils sont morts. Voilà. Et eux-mêmes vont se retourner contre les assurances, et tous les gens, par exemple en France, qui ont pris des emprunts immobiliers pour se payer un appartement ou une maison, ils ont pris une assurance chômage. Donc ce sont des compagnies privées qui vont payer à leur place. Et à un moment donné, ces compagnies-là vont faire un défaut de paiement, et elles-mêmes sont assurées par un autre, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une espèce de tonneau des Danaïdes. Voilà. Et c'est là qu'on trouve, et qu'on tombe sur l'astuce suprême, qui a été finalement, c'est là que Blythe Masters a joué avec une grande finesse. Elle s'est adressée au PDG d'AIG, qui s'appelle Cassano. Joseph Cassano. Et elle lui a expliqué son système, et elle l'a en quelque sorte, elle l'a embauché, si je puis dire, ou embauché ses services, pour assurer un prêt, ou un emprunt plutôt, ou une facilité de caisse, c'était plus exactement qu'ils avaient que sa banque, JP Morgan, avait consenti à la compagnie Exxon, qui est pour un sinistre, le fameux sinistre de l'Exxon Valdez, qui avait souillé les côtes de l'Alaska. Et Cassano, quand il a vu, bon, finalement, il s'est dit Exxon Enfin, Valdez, c'était pas spécialement pour Exxon, c'était bon. Oui, en fait, après, c'était à l'échelle industrielle. Voilà. Mais enfin, Exxon, c'était le début. Voilà. C'était le petit chimiste. Oui, mais la première affaire, c'était celle-là. Absolument. Exxon Valdez, c'était la première affaire. Et Cassano, qui n'est pas un imbécile quand même, s'est dit Exxon Valdez faire faillite, ça m'étonnerait, je peux prendre le risque. Là, pour le coup, c'était la Banque Centrale, c'était la BCRD qui avait fait ça. Oui, c'était la banque fondée par François Mitterrand. Cassano, c'est ensuite qu'il est intervenu. Et la Bird, c'était Monsieur de la Rosière, qui d'ailleurs absolument. D'ailleurs, quand je l'ai interviewé, comme par hasard, tout d'un coup, il a eu un coup de... Je sais pas, il a un trou de mémoire. Il se souvenait plus, justement, comment il a validé... C'est extraordinaire. À quel point les banquiers en ce moment ont des trous de mémoire, dès qu'on leur pose des questions indiscrètes. Et donc, pour revenir à AIG, à M. Cassano, quand il a vu que c'était un filon parfaitement intéressant, il s'est dit, je vais faire ça pour mes propres moyens maintenant. Et donc, il s'est mis à assurer. Et alors, c'est là, quand je vais vous l'expliquer avec beaucoup de clarté dans le livre, quand vous prenez une assurance, vous vous adressez en principe à une société d'assurance, laquelle est obligée de provisionner ses risques à la hauteur du risque. Or, là, il ne s'agit pas du tout d'une véritable assurance, d'autant plus que AIG intervient à travers une filiale, AIG, à Londres, AIG Produits Financiers, Financial Products, et là, ils échappent complètement aux obligations d'une assurance. Absolument. Et ils se disent, on ne va pas tellement couvrir, d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passera jamais rien. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à 185 milliards, où il a fallu qu'en toute urgence, le contribuable américain le contribuable américain a été lessivé. On en voit les conséquences aujourd'hui. C'est pour ça que les écoles sont fermées. Là, on a le cas, par exemple, d'une ville au Texas, où le maire a dit aux habitants, je suis obligé de licencier tous les policiers, vous vous enfermez à double tour. Non mais c'est extraordinaire. Les écoles sont fermées. Les instituteurs sont licenciés, les bibliothèques sont également fermées. Je veux dire, ce sont les contribuables, c'est le bien public qui est littéralement détruit au seul profit d'une oligarchie. Et quand je dis ça, moi je ne suis pas du tout marxiste,
Non, moi, j'ai voté Sarkozy aux élections, etc. Je ne sais pas et tout. Mais je veux dire, en écrivant ce livre, j'ai découvert l'étendue de cette mascarade des banquiers qui ont pris le pouvoir sur les politiques. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les politiques, regardez, Jean-Louis Borloo a signé la vente de gaz par la JP Morgan et par la Goldman Sachs. C'est quand même pas rien. Il a trop bu ce genre-là, je sais pas. Non, il a dû forcer un peu sur la bibine. Non, non. Il n'a pas dû voir. Il était tellement beurré qu'il n'a pas vu. Non, il n'a pas dû voir. Non, non, il n'a pas dû. C'est une distraction. Il était un Alors, peu... Pierre Jovanovic, soyons maintenant, j'allais dire, prospectifs. On l'était pas mal jusqu'à présent. Oui. On va l'être encore plus. Bon, la crise maintenant a largement dépassé le cadre des banques, ou plus exactement, elle a été prise en charge par les États qui ont renfloué les banques. Et maintenant... Au détriment du peuple. Au détriment du peuple. Et maintenant, les États n'y arrivent plus non plus. Non. Alors, ce ne sont pas les banques, naturellement, qui vont les renflouer, puisqu'elles sont elles-mêmes, même si elles ont fait quelques améliorations de leur situation, elles sont dans un état extrêmement précaire. Et on ne sait d'ailleurs toujours pas l'ampleur des crédits toxiques qu'elles ont dans leur caisse. Pour vous donner une idée, simplement pour l'Espagne, je crois que les crédits dérivés des banques espagnoles et autres associations de malfaiteurs financiers arrivent, écoutez bien, je crois que c'est l'équivalent de 200 milliards d'euros. Hors bilan, bien sûr. Hors bilan, bien sûr. Pas dans le bilan, ce serait trop simple. Et, ça serait trop simple. Et là-dedans, il y a pas mal de banques françaises, allemandes et autres, évidemment, qui Crédit Agricole, détentrices de ces crédits toxiques. Bien sûr. Et en Grèce, pourquoi sauve-t-on, entre guillemets, la Grèce? On ne la sauve pas du tout. On retarde l'échéance. On retarde l'échéance pour sauver les banques françaises et allemandes. Les banques françaises et allemandes. Bien sûr. Et pas seulement le Crédit Agricole qui a acheté Emporiki, mais la BNP, la Société Générale, les banques allemandes ont toutes acheté de la dette grecque. Et il est évident que si demain ou après-demain la Grèce dépose son bilan, les banques ce qui est tout à fait possible, oui, bien sûr, déposeront elles-mêmes leur bilan. Donc, alors nous en sommes là. C'est-à-dire que maintenant, la crise est arrivée au stade où elle a échappé à tout contrôle, puisque les États sont devenus impuissants eux-mêmes. On voit bien. On voit le montant. On voit le cirque, surtout les de montants Jean-Claude qui Juncker. ont été avancés. Bon, aux États-Unis, commençons par les États-Unis, deux plans à 700 milliards. Deux plans qui n'ont rien donné. Officiels. En Europe, on en est, en ce qui concerne la Grèce... 1000 milliards. Oui, 1000 milliards, mais en ce qui concerne la Grèce, les 110 milliards n'ont rien. De mai 2010... Il y a un an déjà, on a expliqué aux Français que la Grèce était sauvée. Il y a un an. Voilà. Et elle vient d'être sauvée à nouveau pour 110 milliards qui n'ont pas encore été Je crois que c'est un peu plus que ça, mais bon. Non, c'est ce qui est annoncé, en tout cas. Oui, non, c'est beaucoup plus que ça, techniquement. Mais bon, enfin bref, on va pas chipoter. Bon, ne chipotons quelques pas. Milliards. Le plus après. Et donc voilà, nous savons très bien que demain, et plutôt demain qu'après-demain, quand il va falloir faire la même chose pour le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France et autres, bien entendu, il n'y aura aucun État qui sera capable d'avancer les milliards nécessaires, donc nous allons faire une faillite généralisée. Alors, face à cela, quelle est l'issue dans un cas pareil, à part les perspectives révolutionnaires que vous avez tracées? C'est-à-dire que là, on est dans quand même une situation nouvelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a deux cas très proches, même trois. Vous avez le cas de l'Argentine qui a fait faillite, littéralement. Vous avez le cas de l'URSS, donc qui s'était effondré, et donc qui est passé à une sorte de nouvelle monnaie, un nouveau système. Voilà. Et surtout, on a un exemple quand même qui est assez fort, parce que qui correspond beaucoup plus à ce qui se passe en ce moment, c'est la Yougoslavie. La Yougoslavie, parce que Milosevic, avant d'être président de la Yougoslavie, était quand même banquier. Bon. La première chose qu'il a faite, arrivant à la tête du pays, c'est qu'il a fait tourner la planche à billets. Donc, bien entendu, effondrant totalement la monnaie avec une dévaluation de 99% de la valeur du dinar. Et qu'ont fait les Yougoslaves à l'époque? Ils ont bazardé leur dinar et ils sont passés au Deutschmark. C'est-à-dire qu'il y avait une économie parallèle où d'un côté on vous disait que vous ne pouvez rien acheter si vous n'utilisez pas le dinar, mais personne, strictement personne, n'utilisait les dinars. Tout le monde était en Deutschmark. D'accord. Donc ça c'est possible lorsque un pays fait faillite, mais que les autres autour sont là quand même avec une monnaie solide. Là, on est dans une situation tout à fait nouvelle où tout le système est en train de s'écrouler, aussi bien dollar que euro, parce que les deux ne reposent
sur rien, sur strictement rien, sinon sur la Sur dette. une montagne de dettes. Sur une montagne de dettes. Et en ce moment, les Américains vendent leurs dettes quand même, comme les Anglais, les Japonais et les Européens. Donc c'est gravissime. C'est un suicide. C'est littéralement un suicide qui est mené par les banquiers centraux. Et nous n'avons pas d'autres pays autour de nous sur lesquels on va pouvoir récupérer leur monnaie. Peut-être qu'on va récupérer le dinar tunisien, ça m'étonnerait. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, parce que maintenant on est tous dans la zone euro, donc c'est fait. Et l'histoire vous montre, en revanche, donc là il faut vraiment revenir en arrière, que dans ces cas-là, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau, hein, et donc là c'est la crise de 1929 qui nous le montre bien, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé en 1929? Pas en 1929, en 1931, 32, 33. Les Américains, le gouvernement américain a été obligé de fermer toutes les banques pendant un mois. On l'oublie ça. C'est curieux, c'est pas du tout renseigné dans les livres d'économie. C'est tout à fait extraordinaire. Vous voyez, là aussi, il y a un déni total de l'enseignement économique. Donc, dans les années 30, les banques ont été fermées pendant un mois. Imaginez que ce sont les journaux quotidiens régionaux qui imprimaient sur leur page des billets de banque que les gens découpaient, et puis ils signaient eux-mêmes, c'était comme des chèques personnels, et donc vous pouvez vous faire couper les cheveux, moyennant, vous voyez ce que je veux dire, et donc le coiffeur lui-même, etc. Donc c'est une économie parallèle qui s'était mise en route, mais qui tenait surtout sur l'or et l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1933 pour sauver Wall Street, qui s'était totalement effondré, et dont le Dow Jones était tombé à 40 points, je ne sais pas si vous imaginez 40 points, eh bien, Franklin Roosevelt a braqué du jour au lendemain tout l'or, tous les lingots d'or de tous les Américains, en disant « Je vous interdis d'avoir des lingots et des pièces d'or chez vous, vous avez exactement 48 heures pour prendre vos lingots et les déposer à la banque fédérale la plus proche de chez vous. » Il n'y a que les crétins qui l'ont fait, tous les autres ont enterré leur or dans le jardin, et ensuite ils sont partis au Canada, où ils ont revendu leur or. Hein, mais cela dit, Franklin Roosevelt a quand même ramassé suffisamment d'or, et qu'il a stocké à Fort Knox. Donc ça vous montre bien ce qui se passe. Eh bien, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que le système entier va s'effondrer, à un moment donné. L'effondrement des États-Unis va entraîner, par définition, celui de l'euro. Et si les Chinois tiennent le coup, je pense que seule une nouvelle monnaie donc définie avec les Chinois, pourrait éventuellement nous permettre de remonter le cap. Mais de toute manière, il y aura une révolution qui va durer à peu près un mois, si ce n'est plus. L'histoire montre qu'en général, ces périodes tampons d'anarchie durent effectivement un mois. La Révolution française nous l'a montré. Regardez ce qui s'est passé pendant la Révolution française. On nous dit que la Révolution française, c'est surtout abolir les privilèges du roi et des aristos. C'est faux. C'est totalement faux. Je veux dire, il y avait une crise financière phénoménale. Phénoménale. Ça, on ne vous en parle pas. Lorsque les révolutionnaires ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont braqué tous les avoirs du Vatican. Ils s'en sont servis pour garantir leur nouvelle monnaie, les assignats. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 ans? C'était Weimar. Et on commence à en voir des signes aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France. Il y a plusieurs signes, par exemple, le troc se développe. Bien sûr. Énormément. Bien sûr. Deuxièmement, je ne sais pas si vous avez vu cette information, je crois que c'est le Parisien qui l'a publié. On voit arriver aux urgences hospitalières des gens qui n'ont pas de domicile. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où les loger. Alors ils arrivent aux urgences. Et le chef de service des urgences dit, écoutez, moi je suis médecin, je ne suis pas chargé de loger les gens, je peux les soigner, mais... Et tous ces signes-là, quand vous les mettez absolument, sont très significatifs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, effectivement, tous ceux qui sont les plus lucides préviennent de ces risques, et malheureusement, les politiques ils ont besoin d'être élus. Voilà, et qui nous gouvernent ou qui ambitionnent de le faire, ne parlent jamais, bien entendu, des vrais problèmes. Bien sûr. Et ce qui est dramatique pour les gens comme nous, qui sommes quand même au courant de ce qui se passe, c'est de suivre les émissions télévisées ou radiodiffusées qui traitent de sujets politiques. C'est absolument insupportable. C'est insupportable d'entendre des gens qui ne peuvent pas ignorer quelle est la situation, parler comme si rien n'était arrivé, comme si rien n'allait arriver. Tout est normal, tout va bien. Non, vous savez, il y a des choses beaucoup plus importantes. Vous avez eu 2 mariages princiers cette année, c'est quand même pas rien. C'était très important. C'était effectivement beaucoup plus important. Vous savez, la grande différence entre politique et Black Masters, c'est que Black Masters, elle n'a pas besoin d'être élue. Ça fait maintenant 20 ans
qu'elle a la JP Morgan, qu'elle n'a pas bougé, et elle continue à grandir son pouvoir. Moi, c'est une femme absolument exceptionnelle, que je respecte, mais je dis simplement que ce qu'elle est en train de faire, et les autres, également ceux des autres banques, hein, comme la Goldman Sachs, vont amener, de toute façon il va se passer deux choses, soit il y a une mise en esclavage totale de la population, française aussi, hein, soit les peuples vont se révolter. C'est l'un ou l'autre. Il n'y aura pas de milieu. Il n'y a pas c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas que tous les centristes peuvent se brosser, si j'ose dire, parce que là, on sera exactement en 1939-40, on sera obligé de choisir son camp. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en 1939-40, il y a eu l'Exode. Et l'Exode, ça a été un pays sur les routes. Mais regardez, en 1939, on a dit aux Français, qu'est-ce qu'on a dit aux Français? Vous avez la ligne Maginot? Qu'est-ce qu'on dit aux Français aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Madame Lagarde, Sarkozy, etc., nous avons préservé la France de la crise. Oui, naturellement. C'est une ligne Maginot, c'est une autre ligne Maginot qu'on est en train de donner aux Français. La France survivra à la crise. Non, elle ne survivra pas à la crise. Pas plus que l'Espagne, ou l'Italie, ou l'Angleterre. Là, c'est impossible. Alors, ce qu'il y a de certain également, c'est que nous sommes face à une situation où on n'aurait plus besoin que jamais d'un homme d'État, ou d'une femme d'État d'ailleurs. Madame Thatcher a été une femme d'État, Ronald Reagan a été un homme d'État, et malheureusement, actuellement, la matière de l'homme d'État s'est faite rare chez nous en France, et donc nous allons vers des situations extrêmement difficiles, comme celle que vous décrivez. Alors, un dernier point quand même, d'autres, on a peut-être un peu de temps encore pour aller un peu plus loin aussi, mais je vais faire une digression qui tient à votre grande spécialité, les anges gardiens. Vous avez écrit des ouvrages sur les anges gardiens. Est-ce qu'ils peuvent nous sauver, à votre avis? Non, pas là. Enfin, je veux dire, chaque personne à ce moment qui va le guider, mais là, c'est pas quelque chose qui concerne véritablement les anges gardiens. Là, si vous voulez, c'est véritablement... Nous sommes bien seuls, hein. Là, c'est véritablement, c'est une population dans le sens commun, hein, ensemble, que nous allons véritablement affronter ça. Les anges gardiens des Français étaient là également pendant la Révolution. Ça n'a pas empêché un certain nombre de se faire couper la tête place de la Concorde. D'ailleurs, vous-même, vous êtes assis là, dans une chaise qui s'appelle Louis Ghost. Hein, le fantôme de Louis XVI. Voilà. Hein, c'est amusant. Ce que je veux dire, donc son fantôme, son fantôme est là avec nous, d'une certaine façon. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fantôme de Louis XVI, ou enfin du moins cette révolution, qu'on le veuille, accompagne les Français. Ces chaises en sont qu'on trouve un peu partout dans les choses design, en sont la preuve. C'est un clin d'œil. Qui veut les voir, les voit. Alors vous aimez beaucoup les clins d'œil, effectivement, et votre livre en est truffé, si je puis dire. C'est ce qui donne d'ailleurs tout son charme à ce livre. On pourrait se dire, un livre pareil, c'est quand même finalement un peu... Oui, écrire sur une banquière, c'est pas évident. Oui, mais non, pas du tout. C'est un livre, je dirais presque amusant. Alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi rire, mais bon, il est traité avec une telle virtuosité et finalement une telle bonne humeur. Vous êtes de bonne humeur dans la crise, parce que tout simplement vous maîtrisez bien les tenants et aboutissants de cette crise, et je dois dire que c'est un grand plaisir de lecture, et au-delà du plaisir, c'est quand même une source d'information et d'inquiétude pour chacun d'entre nous, et véritablement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça je l'ai écrit, c'est que chaque Français doit lire, si je puis me permettre, ce livre, du moins en français, qui veut être informé. Il y a des gens qui ne veulent pas être informés, c'est leur problème. Mais chaque personne et en ce moment, ils sont beaucoup de Français à sentir que la télé leur ment. On a vu, par exemple... Radio Paris Radio Paris... Non, mais attendez, on a vu M. Pernaut, quand même, au journal du Trésor de TF1, de nous expliquer que la bourse a augmenté, a monté, alors qu'elle était fermée. C'était le lundi de Pâques. C'était extraordinaire. Non, mais c'est fascinant. Ou c'était le vendredi de Pâques, je ne sais plus. Et il lisait en disant que la bourse a pris 2 points, tranquille. Voilà, et c'est tout à l'avenant. Vous voyez? Donc, comme quoi il semblerait que les journaux télévisés sont même écrits maintenant avec 4 jours d'avance. C'est ça que ça nous montre. Et les Français s'en rendent compte qu'ils sont menés en bateau.
je veux dire, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, on peut le voir dans tous les forums, mais surtout dans les courriers des lecteurs, que ce soit du Nouvel Observateur, du Figaro, etc. Là, il y a une unanimité, si vous voulez, sur la manière dont les médias sont en train d'endormir les Français. Et là, je rends hommage à Juliane Tête, qui est une élève de Pierre Bourdieu, hein, et Bourdieu, c'est celui qui a établi que le message qui est donné par les médias, c'est le message des riches, puisque c'est eux qui ont acheté les médias. Je vais, Pierre Jovanovic, rappeler votre ouvrage que les gens vont lire, j'en suis certain, très nombreux, Blythe Masters par Pierre Jovanovic, aux éditions Le Jardin des Livres. Merci de nous avoir fait l'amitié de votre visite. Merci à vous pour cette... Je pense que cette émission sera utile aux Français, en tout cas. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. Gardez courage malgré les circonstances très difficiles. Vive la France.